Comment impliquer davantage les populations dans les politiques de lutte contre les effets du réchauffement climatique pour tenter de faire peser davantage les sociétés civiles dans ces problématiques est né le projet Benkadi au Mali, au Burkina Faso, au Bénin et en Côte d'Ivoire. La société civile ivoirienne a initié un atelier de validation des rapports, des études et de suivi du projet à Abidjan. Un séminaire sur le foncier rural s'est ouvert cette semaine à Abidjan. 2 jours durant, les problèmes liés au foncier rural causés par les activités minières ont été disséqués par les experts au cours des panels. Il s'est également tenu à Abidjan un colloque international sur la promotion de l'égalité de genre pour une accélération de la croissance économique dans l'espace UEMOA, la prise en compte du genre et des enjeux d'inclusion dans la conception a été la question clé de cette rencontre. Madame, Monsieur, c'est un plaisir de vous retrouver sur Business 24. Bienvenue dans cette nouvelle session d'actualité. La Convention de la société civile ivoirienne a initié un atelier de validation des rapports, des études et de suivi du projet Benkadi. Ce projet des plaidoyers entend mobiliser conjointement les membres des organisations ouest-africaines autour de l'ambition de contribuer à une société civile plus forte. Mireille Abalé. Le projet Benkadi, initié par la Convention de la société civile ivoirienne, met l'accent sur 2 principaux problématiques en Côte d'Ivoire. Il s'agit de l'atténuation et l'adaptation des effets de l'érosion côtière sur les populations riveraines dans les 5 régions du Sud et de la préservation de 7 principales aires protégées face aux agricultures intensives dans 10 régions du pays. À cet effet, 6 études de base ont été commanditées en vue de mettre en place une base de données de référence et d'analyser les pouvoirs en place. L'atelier de validation des rapports des études et de suivi qui avait pour participants le comité de pilotage, l'équipe projet de Benkadi, les consultants et des personnes ressources a porté sur les résultats de la 5e étude. Il s'agit de l'étude du genre et inclusion qui a démontré que les femmes et les jeunes ne sont pas impliqués au premier plan. Le projet va porter sur la protection des aires protégées, mais aussi sur la lutte contre l'érosion côtière. Et donc, pour mesurer le niveau de mise en œuvre de ce projet-là, il est bien d'avoir des études de base. Donc à l'origine, on a entamé une série d'études sur la situation actuelle de ces défis. Et ces études ont porté pour certaines sur le niveau de contribution des OSC au débat sur les politiques d'atténuation et d'adaptation au changement climatique. C'est important pour nous d'inclure cet aspect genre dans le projet parce que l'aspect genre va nous permettre de prendre en compte les besoins spécifiques des personnes en situation de handicap, les besoins spécifiques des femmes, les besoins spécifiques des jeunes, afin de les impliquer dans la gestion de l'atténuation de l'effet de ces 2 thématiques-là. Cet atelier a permis de passer en revue les rapports des différentes études et permettre aux participants de faire des observations sur les rapports des études. La rencontre a été rendue possible grâce à un appui technique et financier du ministère des Affaires étrangères des Pays-Bas. Poursuivons avec la recherche. L'UEMOA, à travers l'ENCA, en collaboration avec le ministère du Plan et du Développement de Côte d'Ivoire, ont procédé ce vendredi 26 novembre à la maison du patronat CGC à Abidjan à la cérémonie officielle de clôture du colloque international sur la promotion de l'égalité de genre pour une accélération de la croissance économique dans l'espace UEMOA. Plusieurs recommandations ont été faites au cours de ces assises. Suivons. Cette plateforme d'échange entre les cadres de l'administration publique, les acteurs de la société civile, du secteur privé et des chercheurs a donné lieu à une vingtaine de recommandations. La réflexion collective sur la prise en compte du genre et des enjeux d'inclusion dans la conception et la mise en œuvre des politiques publiques dans les États membres de l'UEMOA a été la question clé de cette rencontre. Plusieurs pistes d'action ont été tracées pour tirer profit du dividende genre afin de permettre une meilleure répartition des fruits de la croissance entre les différentes composantes de la société.
Nous avons exposé des actions de recherche, des politiques de mise en œuvre et nous avons réfléchi sur les données nécessaires pour conduire cette politique, donc les données à mobiliser. Nous avons réfléchi sur la prise en compte du travail non rémunéré. Nous avons réfléchi sur donc, les politiques de développement qui sont donc les stratégies qui sont dans nos différents pays à travers les plans nationaux de développement. Nous avons fait l'état des lieux de la question de la prise en compte du genre dans la croissance, dans les politiques mises en œuvre. En clair, les participants se sont réjouis de la qualité des discussions et des engagements pris dans ce sens. Comme vous le savez, ce colloque a connu 6 panels et les sujets qui ont été abordés ont été divers et très enrichissants. Des panels de haut niveau autour de la thématique liée au genre ont été animés par des experts. Pour les participants membres du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, la réponse à la thématique posée a été trouvée dans les panels développés. Le colloque de 2 jours nous a permis de voir effectivement les leviers sur lesquels travailler. L'éducation, la santé, l'économie, le travail de soins des femmes non rémunérées, etc. Ce colloque de 2 jours s'est tenu au moment où l'ENCA célèbre son 60e de création. L'École nationale supérieure de statistique et d'économie appliquée d'Abidjan est un établissement d'enseignement supérieur et de recherche dont la vocation est d'assurer la formation des statisticiens africains. Ouvertes à Abidjan, les assises nationales sur le foncier rural organisées par INADES Formation ont refermé leurs portes ce vendredi 26 novembre. Un document de synthèse des travaux a été produit et sera adressé aux autorités compétentes. 2 jours durant, les problèmes liés au foncier rural causés par les activités minières ont été disséqués par les experts. On en parle dans ce reportage de Philippe Zapo et Richard Akeke. Ce sont 4 panels ordinaires et un panel spécial qui ont servi de cadre de travail aux experts de divers horizons de la chaîne de valeur du foncier rural. Quel que soit le domaine de compétence des experts, le constat est clair et il est le même. Il y a danger. Ça veut dire que ce qu'on a à retenir, c'est que notre économie est basée essentiellement sur un système d'agriculture paysanne. Et l'orpaillage de façon générale et l'orpaillage clandestin ou illicite de façon spécifique a des impacts extrêmement négatifs sur le système paysan. Aujourd'hui, tout ce qu'on voit à travers les exploitations minières nous montre que le potentiel productif paysan au niveau de la terre et au niveau de la main-d'œuvre est largement entamé. Et on craint même la survie de cette agriculture paysanne aujourd'hui. Alors, on le dit, la Côte d'Ivoire sort d'une longue décennie de crise. Et donc, l'idée qu'aujourd'hui, on sait que l'orpaillage clandestin est source de beaucoup de conflits. Et aujourd'hui encore, dans le contexte actuel de la Côte d'Ivoire, où la menace, comme on le dit, terroriste, est très présente, il est vraiment important de maîtriser cette activité qui mobilise quand même un afflux important de population venant de la sous-région. La sonnette d'alarme tirée, chaque panel a été une occasion pour les experts d'échanger avec le public dont certaines personnes sont au cœur du problème du foncier rural dû à l'exploitation minière. Elle a résumé la vie de Iré. Moi-même, je parle de génocide, même silencieux, à Iré. Parce que l'exploitation minière à Iré ne respecte aucun principe juridique. L'exploitation se fait en pleine ville. Je ne sais pas si les chercheurs ont déjà effectué le déplacement à Iré. C'est en pleine ville l'exploitation se fait. Et je vous assure que souvent, c'est de la boue cyanureuse qui se déverse dans les rivières. À la suite de ces travaux, au cours du panel spécial, des recommandations ont été faites. La principale est qu'il faut mettre à jour le code minier ivoirien. Pour le secrétaire général de l'INADES Formation, les réflexions doivent continuer et être inclusives. Il faut retenir qu'il serait intéressant
qu'un cadre de concertation des différents acteurs soit installé autour de la question foncière pour véritablement porter les initiatives sectorielles qui seront exécutées ou réalisées sur ce capital qui est un capital assez important pour nos pays. Le document technique de synthèse issu des travaux sera peaufiné et remis aux autorités compétentes. Ouvert à Abidjan, la 13e édition de la conférence internationale géospatiale Africa Geeks a refermé ses portes ce vendredi. Venus de 45 pays d'Afrique, experts et professionnels de la géospatiale ont 4 jours durant échangé sur les outils et mécanismes à mettre en place pour le développement du secteur spatial en Afrique. Reportage Issa Badini, Ezekiel Seri. Ces salons-là vraiment nous ont apporté, on va dire, d'un premier temps, une vue, voilà, d'ensemble, une connaissance de Trimble en Côte d'Ivoire. Nous sommes satisfaits et on souhaiterait, puisque les Africa GIS, c'est chaque 2 ans je crois, on souhaiterait que les choses se fassent chaque année. C'est l'ère des bilans, les stands se vident, les cartons sont faits. Africa GIS 2021 à Abidjan, c'est fini. Et tout comme c'est les exposants, le jeu en valait la chandelle, c'est les organisateurs. Bon, en termes de plus-value, la conférence a permis surtout déjà à toutes les parties prenantes de l'information et des techniques d'information géospatiale de se rencontrer, partager leurs expériences, apprendre les uns des autres. Et ça, c'est déjà un très grand pas. Comme vous l'avez entendu ce matin, plus de 45 pays d'Afrique ont pu faire le déplacement à Abidjan. Le Bénin est doublement satisfait en tant que société d'État et bureau d'études donc au service de l'État et tout ce qui est projet infrastructure au niveau de l'État. Nous sommes doublement satisfaits en tant qu'organisateur et commissaire général pour le directeur général du BNET qui n'est pas présent aujourd'hui mais qui a assisté à la cérémonie d'ouverture. En plus de cela, en tant qu'organisateur, c'est l'image de la Côte d'Ivoire qui, à travers le monde entier, est rehaussée. Un peu plus tôt, avant la cérémonie de clôture, des certificats ont été décernés aux lauréats du concours initié par les organisateurs d'Africa GIS portant sur l'utilisation du cloud. Ce concours m'a apporté, j'ai vu une diversité ethnique, culturelle, linguistique. On nous a mis ensemble, on venait des pays différents, on ne se connaissait même pas. Ça, c'est déjà un gros travail. Moi, je parle français, mon équipe parle anglais. C'est-à-dire c'est d'abord la langue qui nous a liés. Et grâce à cette langue-là, nous avons pu se débrouiller et nous avons pu faire grandes choses. En attendant les recommandations finales pour les participants au concours, le spatial est l'avenir de l'Afrique. C'était d'utiliser les données satellitaires, des images satellitaires à partir d'un Cloud Innovation Lab qui nous permettait de mettre en place, de traiter ces données-là dans le cloud et ensuite de pouvoir faire une application qui va servir à aider la population. Je remercie Africa GIS 2021 pour avoir initié ce premier hackathon et aussi mon centre universitaire de recherche, le CURAT, qui m'a carrément eu confiance en moi pour m'inscrire à ce panel-là. Selon l'Union africaine, le continent pour ses besoins technologiques dépense 400 milliards de dollars chaque année, des milliards qui échappent aux entreprises africaines car elles se contentent de seulement 5 milliards de cette enveloppe. Une injustice que Africa GIS rêve de réparer. Pour ce faire, elle veut donner un coup de fouet à l'innovation technologique sur les continents, d'où ce forum. Il faut noter que 45 pays sur les 55 que compte l'Afrique ont pris part à ce rendez-vous d'Abidjan. Le réseau ivoirien des gestionnaires des ressources humaines vient de lancer officiellement ses activités pour la période 2021-2022. Au nombre des priorités pour cette année, il y a la formation des jeunes. La cérémonie de la rentrée solennelle a eu lieu ce vendredi 26 novembre à Abidjan Plateau. Le point avec Konena Nourgo et Marius Seri. Panel, moment de reconnaissance et de distinction des gestionnaires des ressources humaines. C'est en substance le déroulé de cette rentrée solennelle 2021-2022 du réseau ivoirien des gestionnaires des ressources humaines RIGRH. Elle s'est tenue ce vendredi 26 novembre 2021 au plateau sous le thème « Co-construire un nouveau monde du travail ». Un thème choisi
afin de débattre des nouveaux défis auxquels les gestionnaires des hommes en entreprise doivent désormais faire face à cause de la pandémie à coronavirus. Nous sommes à notre rentrée solennelle qui se veut une rentrée particulière, qui est placée sous le sceau d'un renouveau, parce que comme on le constate, nous sommes passés par la phase du Covid. Pendant cette période, on a été obligé de travailler autrement. Certains collaborateurs ont dû rester chez eux, apprendre à travailler à distance. Certains managers étaient obligés de manager à distance, ce qui n'était pas prévu, c'était nouveau. Même les États développés n'avaient pas réglementé le télétravail. Et nous, en Côte d'Ivoire, il fallait qu'on s'adapte et qu'on puisse donner du résultat. Ce que nous avons reçu de manière très magnifique avec les dirigeants d'entreprise et les HR à relever ce défi. Au cours de cette cérémonie, l'épineuse question des rémunérations et avantages sociaux en entreprise a fait l'objet de panels. Il y a plusieurs techniques pour pallier à ces solutions de salaire. Tout dépend d'où l'on part, et tout dépend de la problématique, tout dépend de l'industrie ou le métier dans lequel ils sont ou ils font face. Je pense qu'au-delà du salaire, il y a évidemment tous les avantages en nature que l'on peut proposer, tout l'accompagnement que l'on peut proposer aux salariés. Il y a aussi la question de la marque employeur avec les valeurs que l'on propose autour de l'entreprise. L'essentiel, c'est plutôt de concevoir l'activité compensation and benefit comme un acteur incontournable des ressources humaines. Cela demande d'abord que nous puissions en griffe s'accommoder d'un certain nombre de compétences, notamment tout ce qui est fiscalité de salaire, budgétisation. Et aussi il faut reconnaître que d'un point de vue au niveau de l'instruction, des formations initiales, c'est une carence qu'on va devoir combler avec les différentes écoles que nous avons sur la Côte d'Ivoire, afin que les nouvelles générations qui sont formées, mais qui seront formées au management des ressources humaines, puissent maîtriser ce domaine-là déjà dès leur formation initiale et les approfondir dans le monde des entreprises. Le RIGRH s'est aussi souvenu des membres disparus. Ils ont eu droit à des hommages et distinctions. Également, ceux des membres promus directeurs. Le réseau ivoirien des gestionnaires des ressources humaines est dans sa 10e année d'existence. Il a plusieurs objectifs, dont la promotion de la fonction de gestionnaire des ressources humaines. Intéressons-nous à présent à l'achat responsable du bois en Côte d'Ivoire. Le ministère des Eaux et Forêts souhaite une intégration du module développé, à savoir la connexion du système national de vérification de la légalité et de la traçabilité au système qui existe déjà. Il s'agit d'assurer l'intégration progressive du marché national dans l'accord de partenariat volontaire. Le commentaire de Issa Badini. Corser la batterie de mesures réglementaires et le processus sur l'achat responsable du bois en Côte d'Ivoire. C'est l'objectif visé par le ministère des Eaux et Forêts en créant au cours de cet atelier un nouveau module de développement. Module que la tutelle et ses acteurs de la chaîne de valeur du bois souhaitent intégrer. Selon le directeur de la production et de l'industrie forestière, colonel Konaté Bassimori, tous ces modules devraient entrer en interconnexion pour que le module qui vient d'être créé soit véritablement opérationnel et qu'il prenne en compte l'ensemble des thématiques liées à la question de la traçabilité et de l'égalité. L'objectif étant de contribuer à la mise en place d'une politique publique d'achat responsable de bois en vue de l'intégration progressive du marché national dans l'APV, entendez, l'accord de partenariat volontaire. La notion de traçabilité et de légalité sont d'une extrême importance. En ce sens qu'aujourd'hui, avec la nouvelle norme internationale, soit de l'Union européenne, dans un avenir proche, tout bois consommé sur le marché européen doit être certifié légal. À savoir, nous devons connaître l'origine. Est-ce que c'est pas un bois qui a été exploité illégalement? Ça sont les questions fondamentales qui doivent se poser lorsque un produit rentre sur le marché européen. Au nom du ministre Alain Richard Donvaï, son conseiller technique chargé de la mise en œuvre des conventions a estimé que la Côte d'Ivoire gagne beaucoup avec ce projet, eu égard à la politique forestière du gouvernement et pour laquelle la gouvernance du secteur constitue un pilier essentiel. La Côte d'Ivoire a adhéré au processus de l'APV sur le programme pour l'application des réglementations forestières
la gouvernance et les échanges commerciaux en 2013. Sa mise en œuvre se décline en 2 composantes, à savoir le système de traçabilité et de légalité d'une part et les tests de terrain d'autre part. Il s'est tenu ce vendredi à Abidjan un séminaire sur le thème « La révision de l'accord de Bangui 2015, quel changement, quelle avancée pour la propriété intellectuelle ?» Initié par l'ASPC, l'Association des spécialistes de la propriété intellectuelle de Côte d'Ivoire, ce séminaire a permis à l'écosystème de la propriété intellectuelle en Côte d'Ivoire de revisiter la nouvelle législation et ses avantages. Mon désir, Nascimento. La révision de l'accord de Bangui 2015, quels changements, quelles avancées pour la propriété intellectuelle? C'est le thème principal choisi pour échanger avec l'ensemble des acteurs de l'écosystème de la propriété intellectuelle en Côte d'Ivoire. Initié par l'ASPC, Association des spécialistes de la propriété intellectuelle de Côte d'Ivoire, ce séminaire a permis de partager les nouvelles dispositions légales régissant ce secteur en Afrique. Ce sont pour la plupart des tests révisés à Bangui en Centrafrique depuis 2015, mais mis en vigueur en 2020. Il s'agit pour nous de parler de l'accord de Bangui. L'accord de Bangui pour nous qui est un ensemble de textes qui régissent le droit de la propriété intellectuelle dans l'espace OAPI. Ce texte, il est plus précis, il est plus explicite. Ça permet à tout un chacun de facilement le lire et de mieux le comprendre. Et ça, c'est extrêmement important. Si je prends par exemple l'action en contrefaçon, dans l'ancien texte, ce n'était pas enfermé dans un délai. Et actuellement, le nouvel accord de Bangui enferme l'action en contrefaçon dans un délai de 5 ans. Je crois que c'est une avancée considérable. Ça permet une sécurité juridique, ça permet une sécurité judiciaire. Autre chose, c'est que les contrefacteurs sont plus lourdement sanctionnés. Au sortir de ce séminaire, le directeur général de l'OAPI, Office ivoirien de la propriété intellectuelle, participant de ce séminaire, a invité les PME et PMI, les chercheurs et inventeurs de Côte d'Ivoire à protéger leurs inventions, une garantie sûre pour leur investissement. Ce qui reste à faire, c'est de mieux faire connaître la propriété intellectuelle et de montrer aux opérateurs économiques que c'est un préalable à l'exercice de leurs activités. Les gens, enfin les opérateurs économiques ne voient pas souvent l'utilité et puis ils mettent en avant le prix. C'est vrai que ça peut paraître cher, surtout pour ce qu'on appelle les startups, ceux qui commencent avec un capital modeste. Mais c'est un élément indispensable parce que vous allez développer une activité, vous allez la faire connaître. Et puis, quelqu'un va utiliser ce qu'on appelle votre notoriété. Et si, parce que vous n'avez pas encore de droit, donc ce n'est rien que la notoriété. Il a transformé en droit. Et vous risquez de perdre votre capital au profit de quelqu'un que vous ne pourrez pas poursuivre puisque vous n'êtes pas protégé. L'ASPC, Association des spécialistes de la propriété intellectuelle de Côte d'Ivoire, compte multiplier ses activités en faveur de la propriété intellectuelle. Son président, Dr Simplice Ouattara, se dit engagé et déterminé à protéger les PME ivoiriennes au moment où l'Afrique s'apprête à la mise en œuvre de la ZLECAf, zone de libre-échange continentale africaine. Poursuivons cette édition à Bondoukou où le conseil municipal dirigé par Koné Iliassou a tenu sa deuxième session ordinaire de l'année marquée par la présentation du projet du budget de l'année 2022. Autre sujet à l'ordre du jour, les appels des autorités aux populations à se faire recenser pour la réussite du recensement général de la population et de l'habitat. Anissé Kwadjo. Deuxième réunion du conseil municipal de Bondoukou. L'occasion pour le maire Koné Iliassou et l'ensemble des conseillers de présenter aux populations le projet de budget primitif de l'exercice 2022 qui s'équilibre en recettes et en dépenses à la somme de 688 789 000 francs CFA, dont 482 782 000 francs pour le fonctionnement et 206 7 000 francs en investissement. Ce budget enregistre une hausse de 19 797 000 francs CFA de plus que celui de 2021. Cette session marquée par l'exhortation des autorités aux populations afin d'ouvrir leurs portes aux agents recenseurs pour le succès du recensement général de la population. Arrangeons-nous, accueillons bien les agents recenseurs pour ne pas que ça soit une opération de raté encore.
C'est des millions, des milliards qu'on met dans cette opération. Le recensement a commencé. Parce que le gouvernement, on programme les projets sur base, sur le nombre de la population. Le maire de la commune d'inviter les propriétaires de terrains non encore exploités depuis des années à mettre en valeur leurs propriétés au risque de se voir retirer leur lot. Interpeller les populations et les propriétaires de bêtes sur la divulgation des animaux qui n'honorent pas la ville. Les gens veulent des terrains, ils disent qu'ils veulent construire. On leur donne des lots. Il y a des lots qui ont 20 ans non mis en valeur. Ceux qui ne veulent pas construire, on va leur retirer leur lot. Quand ils seront prêts, on va leur donner des terrains ailleurs. En marge de cette deuxième session, la mairie de Bondoukou a reçu un important don de matériel composé de 100 bottes, de 50 brouettes, de 4 débroussailleuses, de 100 fourches, 100 pelles, 75 poubelles, un tracteur, 8 tricycles et de 50 gilets de sécurité, dont de l'État de Côte d'Ivoire qui servira à l'assainissement et à la propriété de la commune, réceptionné par le préfet de région et le maire par l'entremise de l'ANAGED. Au terme de cette rencontre, il ressort que les caisses de la mairie de Bondoukou se portent bien. Le maire Koneliasso a annoncé la fin des travaux de la piscine municipale, la réalisation d'une salle culturelle et de bien d'autres projets assez importants pour le bonheur des populations de Bondoukou. Rendons-nous à Daloa dans la cité des Antilopes où les adeptes du PMU Paris Mutuel Urbain ont désormais leur espace de jeu. Il a été récemment inauguré par les responsables de la Loterie nationale de Côte d'Ivoire, l'ONACI. Découvrons ensemble cet espace de jeu dans ce reportage commenté par Mondésir Nascimento. Les Frayants du Paris Mutuel Urbain ont désormais un repère à Daloa. À l'agence régionale de la LONASI dans la capitale du Haut-Sassandra, 6 au quartier commerce, un espace y a été aménagé pour leur permettre de se divertir. Dénommé PLR LONASI Daloa, le nouvel espace de jeu offre toutes les commodités aux turfistes. Plusieurs guichets pour les prises de paris, 3 écrans, dont 2 pour la projection des courses et 1 pour les rapports. Logé au sein de l'agence régionale, cette salle offre aux parieurs la possibilité de se faire payer sur place. L'agence LONASI Daloa est très heureuse d'accueillir cette délégation qui vient d'Abidjan dans le cadre des activités PMU, plus précisément de l'inauguration du PLR de l'agence LONASI Daloa. Procéder à la remise des lots et comme j'ai dit, les guichets sont ouverts. L'une pour gagner 50 000 francs est là. Donc on ne va pas beaucoup parler. Vous savez ce que vous avez à faire. Au cours de la cérémonie de lancement, une tombola a été organisée sous la supervision d'un commissaire de justice. Plusieurs parieurs en sont repartis les bras chargés de présents. Intéressons-nous à présent à la gestion des aires protégées en Côte d'Ivoire et rendons-nous à San Pedro. La direction de la zone sud-ouest de l'Office ivoirien des parcs et réserves a organisé un atelier bilan du plan d'opération 2021 et d'élaboration du plan d'opération 2022 du Parc national de Taï. Les détails avec Abel Kwao et Zenab Dosso. Dresser à la fois le bilan de l'exercice 2021 de la direction de zone sud-ouest et élaborer le plan d'opération de l'exercice 2022, c'est la base du schéma de planification du plan d'aménagement 2020-2029. Tel est l'objectif de cet atelier. 4 commissions ont été constituées pour passer en revue et enrichir les activités identifiées par programme de gestion. Infrastructure, équipement et surveillance, suivi écologique et recherche, gestion participative, appui au développement local et sensibilisation, et enfin management et communication, marketing, écotourisme. Selon le directeur général de l'OIPR, le bilan des activités de l'année 2021 au niveau du Parc national de Taï est à peu près à 75% de performance, donc satisfait. Mais il y a quelques retards dus aux voies d'accès. Vous avez pu le constater en termes de bilan. Nous sommes à peu près à 75% de performance pour l'équipe de gestion du Parc national de Taï, parce que la plupart des activités qui ont été programmées l'année passée ont pu être mises en œuvre. Et il y a quelques retards, notamment en ce qui concerne les voies d'accès et la construction d'un certain nombre de bases vie. C'est à ce niveau-là que nous avons connu quelques retards. Mais ce retard n'est pas dû à l'équipe de gestion, mais plutôt
à la mobilisation des financements auprès de nos partenaires. Quant au préfet de département de Taï, il se dit heureux du travail abattu et retient que tous les partenaires techniques et financiers promettent d'aider le parc national de Taï dans sa gestion quotidienne. Je repars satisfait du travail qui a été abattu durant ces 2 jours et je retiens également que tous les partenaires techniques et financiers ont pris l'engagement résolument d'aider le parc national de Taï dans sa gestion de tous les jours. Il faut rappeler que le parc national de Taï est géré par la direction de zone sud-ouest de l'Office ivoirien des parcs et réserves, OIPR, et appuyé dans sa mission essentiellement par les partenaires techniques et financiers, notamment la Fondation pour les parcs et réserves de Côte d'Ivoire, la coopération allemande GIZ, la Will Chimpanzee Foundation, le Centre suisse de recherche scientifique, le Centre de recherche en écologie et les universités Nangui-Abrogwa, Jean-Laurent Guédé et Félix Soufouette-Boigny en ce qui concerne le domaine de la recherche. Madame, Monsieur, c'est la fin de ce journal proposé par l'ensemble de la rédaction. Passez un très excellent moment en compagnie de nos programmes. Au revoir.